ICL. 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 ICL à la pointe de l'informatique. Impossible à 7 sur 7 comme ailleurs d'échapper tout à fait à la campagne électorale, mais impossible d'inviter des hommes politiques, et puis on les a assez vus. Impossible aussi d'inviter des artistes qui les soutiennent, la CNCL s'y oppose. Aussi ai-je demandé à 2 jeunes spécialistes de sciences politiques, Olivier Duhamel et Jérôme Jaffray, de venir dimanche. Ils commenteront la campagne électorale, bien sûr, mais tout le reste aussi. Olivier Duhamel et Jérôme Jaffray à 7 sur 7, sur la Une. Et ce soir, sur la Une, pour s'infiltrer dans le milieu, il change de look. À minuit 10, Elliot Ness, en effet, retourne sa veste, mais il n'en reste pas moins incorruptible. Minuit sport au rythme torride du basket américain, avec la demi-finale des championnats universitaires opposant l'Oklahoma à l'Arizona. Rendez-vous à minuit 55 avec Daniel Potra. La danse de l'épervier sur une chorégraphie de Hideyuki Yano et Jump, ce sont 2 mini-ballets dans Vidéo Danse à partir d'1h55. Mais pour l'instant, une dernière, Joseph Poli. Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Avant de parler sport, et en particulier de la soirée de championnat de France de football, avant de voir les images des obsèques de Dulcie September et avant d'aller au Théâtre de la Madeleine pour le spectacle au bord du lit, nous allons tout de suite rejoindre à Larnaca, à Chypre, Jean-Pierre Abou pour savoir si les choses ont bougé sur l'aéroport où se trouve toujours le Boeing 747 koweïtien détourné par les terroristes qui veulent obtenir la libération de 17 prisonniers détenus au Koweït. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont exécuté un otage koweïtien, un officier, et qu'ils ont relâché un passager dans l'après-midi. Alors, Jean-Pierre Abou, vous êtes en direct avec nous. Est-ce qu'après la libération, justement, de ce passager, nous voyons actuellement sur notre écran l'image, cet après-midi, est-ce que la situation évolue dans le bon sens ? Joseph, on peut dire que cette nuit, la situation, malheureusement, n'évolue pas beaucoup sur l'aéroport de Larnaca. De la terrasse où je me trouve avec les autres journalistes qui couvrent cet événement, on voit le Boeing 747 en coup de piste qui est plongé dans l'obscurité. Il n'y a que les lumières clignotantes de ses feux de position qui signalent sa position. Il n'y a absolument aucune activité tout autour. Et il semblerait qu'il y ait une pause actuellement, c'est-à-dire que les responsables koweïtiens, chypriotes et le représentant de l'OLP doivent se concerter pour revoir ce qu'ils peuvent donner un petit peu aux otages, aux pirates, pour les faire patienter, pour éviter que leur nervosité monte et mette en péril la vie des otages. Alors on ne parle plus ce soir d'un nouveau décollage du Boeing vers le Yémen. On en parlait cet après-midi. Oui, alors vous savez, Joseph, que le Yémen, qui d'abord semblait avoir accepté de recevoir le Boeing, s'est récusé en disant que malheureusement, techniquement, sa piste était trop courte pour que le Boeing 747 puisse atterrir. En fait, je crois surtout que le véritable problème, c'est qu'aucun pays ne veut vraiment voir arriver ce Boeing, pour plusieurs raisons. Certains pays, parce qu'ils ne veulent pas faire le jeu des intégristes, d'autres parce qu'ils ne veulent pas avoir de mauvais rapports avec le Koweït, et que chacun préférerait que l'avion aille dans un autre pays. Ce qui complique la situation parce que les Chypriotes, de leur côté, aimeraient bien voir partir ce Boeing avec les 7 pirates à bord et les 55 otages qui sont toujours à l'intérieur de cet avion. Donc malheureusement, Jean-Pierre, encore une longue nuit pour les otages. Et s'il arrivait quoi que ce soit avant la fin de ce journal, vous nous rappelez, bien entendu. Bien sûr, Joseph. C'est mardi dernier que le Boeing a été détourné en Iran sur l'aéroport de Mashhad. Et depuis mardi, chaque journée a représenté pour les passagers une épreuve, une rude épreuve. Et en particulier la journée d'hier où l'avion a tourné, vous le savez, au-dessus de Beyrouth pendant des heures avant de se poser à Larnaca. Arnaud Lapère. Aussitôt après l'atterrissage à Larnaca, les pirates réitèrent leur demande. Ils exigent toujours la libération de 17 prisonniers détenus au Koweït. Les négociations qui vont se prolonger toute la nuit et toute la journée commencent. Les responsables de l'aéroport acceptent tout d'abord de leur fournir des repas. Puis les pirates se montrent plus menaçants. Ils demandent le plein de kérosène et pour l'obtenir vont se livrer à un chantage macabre. Ils lancent un premier ultimatum à la tour de contrôle. If the car reservoir is not full, 100% full, then we have no choice but to kill
one passenger, 10 o'clock sharp. Pendant la demi-heure qui suit, les responsables de l'aéroport tenteront de convaincre les pirates de revenir sur leur décision. Mais c'est l'échec. À 10h30, la tour de contrôle reçoit ce message. We have executed our threat. We have accomplished our threat by executing one Kuwaitian. La tour de contrôle en a la confirmation quelques minutes plus tard. Des ambulanciers se rendent au pied de l'avion. Le cadavre sera identifié comme étant celui d'un garde koweïtien. D'après les médecins qui l'ont examiné, la victime avait le cou brisé. Puis les négociations continuent, mais cette fois par l'intermédiaire d'un représentant de l'OLP, accompagné par 2 responsables chypriotes. Les 3 hommes s'approchent du Boeing. Pendant 20 minutes, ils vont dialoguer avec les pirates de l'air. Un peu plus tard, une passerelle est installée à proximité de l'appareil et le dialogue reprend à la porte de l'avion. À bord du Boeing, les passagers ont vécu une nouvelle journée d'angoisse. Sport avec vous, Frédéric Jaillant. Ce soir, une soirée de championnat. Pas de grosses surprises. Bordeaux, Marseille, Monaco ont gagné. Mais Saint-Etienne, lui, s'est fait étriller à Montpellier. 5 buts encaissés par Castaneda et les Stéphanois à Montpellier. On va voir des images dans un instant. Autre fait marquant, effectivement, la victoire de Monaco sur Brest. Et donc les Monégasques qui ont fait un pas de plus vers le titre de champion de France. Vertruis saute plus haut que tout le monde. 1-0 pour Lens. Mais 5 minutes plus tard, Auxerre égalise. Ballon de Prunier qui lance sur la droite son coéquipier Dutuel. Un centre parfait repris par le même Prunier. 1 partout. C'est le score à la mi-temps. On se retrouve après 1 heure de jeu et un slalom étonnant de William Joléa. Regardez, c'est parti, on ne l'arrête plus. 1, 2, 3. Un défenseur d'Auxerre glisse. 4, 5 avec Basile Boli. Joléa tire. Finalement, son centre ou son tir est repris par Tobolik. Lance bat Auxerre 2-1. Bordeaux recevait Toulon, 20 minutes de jeu. Zlatko Vujovic reprend un centre de Ferreri. 1-0 pour Bordeaux. 10 minutes plus tard, pénalty de Touré, 2-0 pour Bordeaux à la mi-temps. Les Bordelais l'emportant finalement 3-0 grâce à un 3e but marqué par Alain Roche. Près de 40 000 personnes à Marseille pour ce match contre Laval. L'entrée après la déroute de mercredi en Coupe d'Europe était gratuite. Vous avez vu un but superbe marqué par Alofs. Voici le 2e but marseillais marqué par l'autre joueur allemand de l'équipe, Forster. Finalement, Marseille l'emporte 2-1, Laval sauvant l'honneur à 2 minutes de la fin par Rabat. Un seul but à Toulouse, il est marqué par Nantes et Philippe Tiss. Nantes gagne à Toulouse 1-0. Enfin, l'Avalanche à Montpellier où Mia inscrit le premier but face à Saint-Etienne après 8 minutes de jeu. 1-0 pour Montpellier après la première mi-temps, mais 4 nouveaux buts en deuxième. Encore Roger Mila après 54 minutes de jeu, 2-0 pour Montpellier. Puis 3-0 à 20 minutes de la fin, cette fois grâce à un but marqué par Kader. 4-0 pour les Blancs, autrement dit pour Montpellier à 13 minutes de la fin. Toujours Mila, son 3e but de la soirée. Et finalement, Montpellier bat Saint-Etienne 5-0. Dernier but marqué en fin de rencontre par Bernardet. Et là, Frédéric, les images sont arrivées un peu vite. Vous vouliez dire quelque chose sur Monaco? Oui, que Monaco ayant gagné ce soir et comme il ne reste que 7 journées à jouer dans ce championnat, Monaco a fait un nouveau et important pas vers le titre de champion de France. Alors maintenant, les autres résultats et les classements. Absolument. Donc les résultats de cette 31e journée du championnat. Monaco 2-0 face à Brest. Toulouse, Nantes, vous l'avez vu, victoire de Nantes. Niort, Nice, pas de but. Le Havre-Metz, 1 partout. Et étonnante victoire de Lille à Cannes, 5-1. Les autres résultats, on les a vus en images. Et hier soir, les 2 équipes parisiennes avaient fait match nul 1 partout. Alors on passe au classement. 7 journées de la fin, donc Monaco toujours premier et toujours 5 points d'avance sur Bordeaux. Marseille se rapproche et se retrouve 4e à 2 points du Matra Racing. En fin de tableau, Le Havre et Brest occupent toujours les 2 dernières places. Une équipe est en train de plonger. Attention, Toulouse, 17e et 1 point de plus seulement que le Paris Saint-Germain. On passe à la 2e division avec le groupe A, dans un premier temps. Le voici, Sochaux a peiné pour battre Martigues, mais les Sochaliens ont encore marqué 4 buts, c'est conforme à leur moyenne, et ils comptent 16 points d'avance sur Lyon et Monceau. Enfin, dans le groupe B, tout n'est peut-être pas encore joué. En effet, Strasbourg
On Il va voir- va venir, le groupe B. Bah non. Alors, Bah je non, vais le vous groupe B, dire là, que Strasbourg a été battu sur son terrain par Guingamp, c'est une énorme surprise. Strasbourg ne compte plus que 3 points d'avance sur Caen à 5 journées de la fin. Et puis derrière, il y a 3 équipes, Rouen, Nancy et Mulhouse à 6 points de Caen. Bon, alors, demain dans Téléfoot, on va évidemment reparler de tout ça, et je crois qu'il y a une surprise. Il y a une surprise que nous a mijoté Didier Roustan. Il y a un personnage dans le football qui s'appelle Ruud Gullit, c'est le meilleur joueur européen de ces derniers mois. Et Didier l'a rencontré à Milan. Ce personnage vaut le détour et Didier l'a fait. Je crois que l'émission vaudra le coup d'être regardée demain à midi. Rendez-vous à midi. En Coupe Davis, tout va bien pour la France. Yannick Noah et Guy Forget ont battu aujourd'hui en double les Australiens après un match spectaculaire. Vous allez voir un échange. La France est donc d'ores et déjà qualifiée pour les demi-finales. Et vous voyez cet échange où les équipes ne se font pas de cadeaux. Et le public est ravi. Et il a raison. C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu au Père-Lachaise les obsèques de Dulcie September, la représentante du mouvement anti-apartheid de l'ANC. Elle a été assassinée, je vous le rappelle, le 29 mars et pour l'instant, l'enquête piétine. Les mouvements de gauche ont rendu hommage séparément à Dulcie September. Ce matin, les représentants de François Mitterrand et du Parti socialiste se sont inclinés devant sa dépouille. Et cet après-midi, au cimetière du Père-Lachaise, seul Georges Marchais a pris la parole au nom du Parti communiste. Réflexion de Pierre Mauroy, la lutte contre l'apartheid n'est le monopole de personne. Bruno Fuchs, c'était pour nous au Père-Lachaise. À quelques mètres des tombes des plus illustres défenseurs des droits de l'homme, la cérémonie commence vers 15 h, intense et émouvante. La dépouille de la militante anti-apartheid est suivie de ses proches, notamment de sa sœur. Près de 10 000 personnes se sont déplacées pour vivre un moment que les militants de l'ANC ne veulent pas appeler celui du désespoir, mais au contraire, celui de l'intensification de leur lutte. Dulcie Evans September a été lâchement assassinée le 29 mars 1988 par un tueur à gages à la solde du régime colonial de l'apartheid. Ce sont les militants du PCF qui ont pris en main l'organisation des obsèques. D'ailleurs, seul homme politique français à intervenir, Georges Marchais. C'est au nom de la France qu'il rend un dernier hommage à Madame September. Hommage de la France des droits de l'homme à Dulcie September, notre ami, notre camarade. Illustration de cette OPA des militants du PCF sur la cause des droits de l'homme, les quelques incidents qui les ont opposés en fin de cérémonie aux membres de SOS Racisme et au comité de soutien à Pierre Juquin, empêchés de déposer.